La question de Gaza, évidemment, la violation du cessez-le-feu, les raids israéliens qui sont menés au sud de Rafah ou qui sont menés à Rafah au sud de Gaza, évidemment, c'est une grande déception pour les Gazaouis et pour le monde entier, le monde qui fut témoin de ce cessez-le-feu, l'Égypte surtout qui a abrité à Sharm el-Sheikh les réunions avec les signataires du cessez-le-feu et par conséquent la question de Gaza reste toujours un enjeu, une question épineuse et qui nécessite beaucoup de méditation. Jusqu'à quand cette population va continuer à souffrir? Jusqu'à quand cette population va continuer à subir des circonstances de vie inadmissibles? Et la question est inédite. Pour nous donner plus d'éclaircissements concernant la question de Gaza, mais aussi nous allons profiter de la présence de notre expert stratégique, notre conseiller stratégique, le général Ibrahim Chokri, qui est professeur de droit à l'Académie de police et conseiller stratégique, pour nous donner aussi des éclaircissements concernant les préparatifs auxquels on doit s'attendre et les mesures sécuritaires entreprises pour le jour J, l'inauguration du Grand Musée du Caire. Général Ibrahim Chokri, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame, fier d'être avec vous et toutes mes salutations pour le groupe de travail du Nile TV. Merci beaucoup. Donc, avant d'aborder la question tellement difficile de Gaza, mais ici en Égypte, nous avons quand même un événement important auquel tous les regards furent fixés ou sur lequel les regards furent fixés depuis des années. Un événement qui a été ajourné à plusieurs reprises et qui constitue une démarche tellement importante sur la voie de la promotion du tourisme en Égypte et qui est à son tour un pilier important de l'économie égyptienne. C'est l'inauguration du Grand Musée égyptien. Donc évidemment les dirigeants du monde entier vont assister, des hauts responsables, et par conséquent il doit y avoir quand même des mesures sécuritaires importantes. Vous voyez, on parle de deux sujets, il y a une sorte de liaison entre deux sujets bien sûr. Celui qui concerne l'accord de paix de Sharm el-Sheikh, mais aussi celui qui concerne le grand musée égyptien. Parce que en même temps, l'Égypte a fait beaucoup de démarches les derniers jours et même les dernières semaines concernant la paix, bien sûr, internationale et la paix régionale aussi. Donc, musée égyptien, ça veut dire nous présentons tout le monde, aux populations, que l'Égypte c'est un pays de paix, c'est un pays de civilisation. Ça c'est un point de vue qui est présenté par l'État égyptien, par le peuple égyptien. C'est un cadeau que l'Égypte présente à tout le monde concernant les nouveautés qui vont trouver ou qui vont constater au sein de ce musée, et aussi les trésors qu'on va voir. Il y a eu des annonces concernant les trésors de Toutankhamon et d'autres. Donc c'est un événement très spécialisé et événement très important sur le niveau égyptien ou international ou bien sûr régional concernant la civilisation égyptienne. Bien sûr, il y a des hautes personnalités qui sont invitées pour venir ici pour assister. Donc il y a des princes, des rois, des présidents, des chefs de gouvernement, etc. Donc beaucoup de personnalités, plus que 60 États vont être présents. Je parle du niveau supérieur, mais les autres vont être présents au niveau des ambassadeurs, bien sûr. Donc c'est l'Égypte qui prouve de nouveau au monde entier que nous sommes un pays de civilisation, un pays de paix. Comme ce que nous avons présenté il y a quelques jours ou quelques semaines au niveau de Sharm el-Sheikh concernant la réunion de la paix au niveau de Sharm el-Sheikh qui s'est déroulée autour de la crise de Gaza. Mais si vous posez aussi la question, on fait une liaison entre les deux choses, nous savons bien qu'il y a eu des attaques et des frappes des forces armées israéliennes contre les habitants de Gaza hier et ce matin aussi. Donc ça prouve aussi qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas terminer cette sorte d'accord, parce que pour lui, la paix, la civilisation n'est pas très importante pour lui. Par contre,
quand il y a des problèmes, il peut continuer, il peut faire les démarches qu'il en a besoin, c'est-à-dire l'agression, tout ça. Or, l'Égypte essaye de faire aussi de nouveau des négociations et d'interpellations et, je veux dire, intervention entre les deux groupes, où je parle de Hamas bien sûr et des forces israéliennes, concernant le retour de nouveau sur les points de la paix. Bien sûr, les autorités internationales ont déclaré que la paix n'est pas menacée, bien sûr, et ça va continuer. Donc l'Égypte fait un rôle à droite et à gauche, en haut et en bas, nord, sud, est, ouest, dans toutes les directions concernant la civilisation bien sûr, la paix et, vous pouvez dire, l'être humain, le développement de l'être humain, bien sûr. Évidemment, un point que nous allons développer avec vous concernant le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui s'est rendu dans le sud d'Israël et là-bas, il a défendu devant la presse le plan de paix, le plan de Donald Trump pour la paix dans la bande de Gaza. Nous allons en savoir plus évidemment et profiter de vos éclaircissements, mais avant nous avons un compte rendu justement concernant Marco Rubio. Et la question reste la même. Que s'est-il passé? Voyons les détails dans ce compte rendu. Un million de personnes à Gaza ont besoin de soutien moral. 14 hôpitaux parmi 36 travaillent ou sont opérationnels d'une manière partielle. Évidemment, la situation humanitaire est dérisoire et le président turc Recep Tayyip Erdogan avait haussé le ton de manière à ce que des sanctions soient peut-être imposées sur Israël. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir encore une fois d'avoir avec nous au studio le général Ibrahim Chokri qui est conseiller stratégique et professeur de droit en langue française à l'Académie de police. Général Ibrahim Chokri, comment se fait-il sur le plan droit international, ou évoquant à partir de la perspective droit international, comment se fait-il qu'un accord de cessez-le-feu soit conclu sous le parrainage de hauts dirigeants et du coup Israël enfreint à cet accord et viole cet accord juste à quelques jours de la signature de cet accord? Bon, bien sûr. Dans le cadre du droit international, il y a des règles de droit qui obligent tous les partis qui ont signé sur un certain accord de le respecter et de terminer jusqu'au bout, du bout jusqu'au bout. Donc ce sont les règles du droit qui donnent la garantie sur ce respect. Mais aussi, d'autre part, n'oublions pas que dans le cadre des problèmes internationaux entre les pays, entre les peuples, les factions, etc., il y a aussi une sorte d'intervention diplomatique. Donc, vous voyez, le niveau politique et diplomatique, il existe aussi sur place. Bien sûr, on a vu que le ministre américain des Affaires étrangères, il a poussé cet accord-là, il a aussi appuyé cet accord-là, il donne aussi tout le nécessaire concernant les forces pour achever cet accord. Et aussi, c'était le point de vue et l'opinion du président américain. Donc, la présence des puissances internationales, des grandes puissances du monde, c'est très intéressant, pas seulement les règles du droit international, mais aussi la présence des forces internationales et aussi la présence de la politique entre les divers partis. Bien sûr, toute chose n'est pas déclarée pour nous, mais il y a des choses qui sont en secret, il y a des paroles, des discours, des conversations qui se déroulent dans des chambres entre les divers partis et aussi à travers les partenaires et à travers les grandes autorités qui garantissent tous ces genres d'accords. Donc le système international se déroule de cette façon. Il y a intervention politique, il y a intervention diplomatique, il y a aussi il faut utiliser des moyens différents afin que la partie qui ne veut pas terminer ses obligations envers cet accord-là, elle peut être forcée à respecter l'accord par des moyens différents, pas seulement par les règles du droit international.
Recep Tayyip Erdogan avait demandé que des sanctions internationales soient imposées sur Israël et avait demandé à ce que la vente d'armes soit arrêtée pour Israël. À votre avis, est-ce que la communauté internationale va se plier à cette demande? Bon, cette demande-là, il y a longtemps que plusieurs partis ont lancé cette demande, même au niveau des Nations Unies, d'arrêter la vente des armes pour Israël. Et il y a aussi des pays, des grandes puissances au niveau du monde, qui ont respecté cette demande-là et ont vraiment arrêté la vente, l'achat des armes, même le déplacement des armes à travers le territoire, tel que l'Espagne, si je me trompe. Donc il y a des pays qui ont déjà pris ces mesures-là, mais l'important c'est qu'il doit y avoir une sorte de coalisation, de coopération, de coordination entre les divers pays du monde, surtout les pays arabes et les pays musulmans et les pays du Moyen-Orient, afin de donner l'aide à exécuter cet accord-là. C'est-à-dire, les demandes seulement, ce n'est pas suffisant, mais il faut que les autres ils acceptent ces demandes et ils font des étapes exécutives sur le terrain. Ça, c'est le plus important. Le monde entier s'était mobilisé à l'encontre d'Israël. Le monde entier avait compris la cause palestinienne et le monde entier avait soutenu la cause palestinienne. À votre avis, est-ce que le monde peut se mobiliser encore une fois pour cette violation du cessez-le-feu? Bien sûr, le monde n'a pas oublié tous les actes de massacre qu'ont fait les forces israéliennes contre les Palestiniens. Bien sûr, on n'a pas oublié, personne n'a oublié. Donc le monde peut se mobiliser, bien sûr, une autre fois, une deuxième, une troisième et quatrième fois. Mais je viens de vous dire que le plus important, c'est d'avoir une opinion internationale unie dans ce sujet-là. Et il faut y avoir aussi les points de vue concernant comment, c'est-à-dire forcer les Israéliens afin d'accepter de terminer. Parce que vous savez, quand il y a ce genre de conflit ou de problème, donc il y a un parti qui possède tous les genres d'armes, les armes, les forces d'armes, et les armes qui sont les lourdes, bien sûr. Et l'autre, ce sont des citoyens isolés d'armes. Et ils sont des citoyens libres qui sont des victimes, bien sûr. Ils n'ont aucun moyen pour avoir des armes pour se défendre. Donc, je peux dire que ce n'est pas une guerre. Parce qu'il y a des journalistes qui disent la guerre israélienne-palestinienne. Ce n'est pas une guerre parce qu'on n'a pas, au côté palestinien, des armes. On n'a pas des forces armées, on n'a pas un armée ou un ministère de la Défense. Mais bien sûr, ce sont des citoyens. Donc c'est une sorte de massacre, ce n'est pas une sorte de guerre entre deux pays, bien sûr. Il faut dire que malgré le cessez-le-feu, malheureusement, la population de Gaza continue de subir ce génocide, le génocide qui est exercé à l'encontre de cette population, continue de subir des conditions de vie inhumaines et continue d'être en proie à l'isolation, encore une fois. Évidemment, l'acheminement des aides humanitaires et des produits médicaux seront toujours, encore une fois, difficiles. Les tergiversations israéliennes continuent et la communauté internationale sera-t-elle démunie, encore une fois, ou est-ce que, après cette sensibilisation à l'encontre d'Israël et la meilleure compréhension de la situation gazaoui, pourrait faire en sorte qu'il y aurait une mobilisation plus rapide et une action prompte? Voyons les détails dans ce compte rendu. De retour à la question de Gaza et avec notre invité, le général Ebrahim Chokri, expert stratégique. Général Ebrahim Chokri, qu'en est-il quant à la reconstruction de Gaza, quant au plan futur qui a donné beaucoup d'espoir aux Gazaouis à la lumière de ces violations? Bon, bien sûr, on attend d'abord terminer les actes agressifs contre les habitants de Gaza. Puis les Égyptiens ont présenté un plan, un grand plan, au niveau même des médias, concernant comment rétablir
Gaza, toute la région, comment reconstruire, comment faire une sorte de réforme pour toute la région, pour toute la bande de Gaza. Et c'est dans la coopération aussi internationale, bien sûr, les pays qui ont garanti l'accord, la présence aussi de la Turquie, du Qatar, des pays arabes, des puissances internationales, bien sûr par la garantie des États-Unis. Donc nous avons pris une sorte de présentation concernant cet accord de reconstruire Gaza de nouveau. Alors les Égyptiens, ils attendent seulement de commencer, première étape. Et ça va être bien sûr dur, mais nous sommes prêts à aider nos frères palestiniens au Gaza par toutes les étapes que je viens de vous dire ou de vous citer maintenant. Mais est-ce que ce qui se passe à présent veut dire qu'il n'y aura jamais de cessez-le-feu par la suite? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait faire ultérieurement qu'Israël cesse ses raids? Mais non, 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 il y aura un cessez-le-feu bien sûr, parce que, voyez, tant que les États-Unis ont garanti cet accord, les États-Unis, c'est un pays, le seul, qui a la puissance d'arrêter les Israéliens. Et pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas les Israéliens? Ils font des efforts. Et nous aussi, nous faisons des efforts. Mais concernant... général, qui protège qui? C'est-à-dire qui est la superpuissance ici? Maintenant, les Israéliens, ce sont eux qui sont sur le terrain. Les Américains, ils n'existent pas sur le terrain. Ils ne sont pas là. Mais ils sont avec leur présence de leurs ministres, de leurs grands responsables, etc. Mais les forces armées sont des forces israéliennes. Or, les Israéliens ont beaucoup des armes qui ont reçues par tout le monde. Donc, ils ont des forces armées. Mais les Palestiniens n'ont pas. Ça, c'est la difficulté que vous êtes en face. Donc, c'est un pays qui a des forces armées qui tirent et qui fait des massacres contre un peuple qui est isolé, qui est tout seul. Et ça, c'est le problème. Donc, le seul moyen qui est présent devant tout le monde maintenant, c'est de faire des puissances, des forces, des puissances diplomatiques, politiques, etc. et d'autres, même financières, même arrêter la finance des armes israéliennes, tout ça. Ce sont des étapes, je pense que les États-Unis, ils ont pris quelques étapes et ils veulent continuer. Parce que pour eux, c'est bien d'arrêter cette guerre-là. Pour la présidence américaine, ils veulent ça. Le président veut ça. Mais ce n'était pas la même situation il y a 2 ans. Donc vous voyez, ça c'est une étape très intéressante pour nous et nous devons construire sur cette étape et continuer. Nous savons que Netanyahou a fait face quand même à des problèmes dans son pays concernant tout d'abord le verdict de la Cour pénale internationale et puis il a des problèmes internes importants. À votre avis, est-ce que la prolongation de cette guerre va vraiment l'aider? Nous avons 3 secondes. Bien sûr, c'est très clair pour lui. Il a besoin de prolonger le temps afin de se protéger du futur noir qu'il attend. Eh bien, Général Ibrahim Chokri, vous êtes professeur de droit à l'Académie de police et expert stratégique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, ravi d'être avec vous ce soir. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine.